Une étudiante est portée disparue. Les policiers craignent le pire. Il ne manquait pas de culot. Ça pouvait être un voyeur ou un voleur de voiture. Un témoin croit avoir vu la voiture de la victime, mais il n'a distingué que vaguement le conducteur. Le gars n'arrêtait pas de le regarder dans le rétroviseur. On regardait les passants dans la rue en se demandant si on ne croisait pas le meurtrier de Julie. Le mystère planera pendant 8 ans, jusqu'à ce que des chaussures et un appel d'un téléphone cellulaire relancent une vieille enquête. C'était un meurtre, pour le moins intrigant. Une jeune fille est morte. Selon un voisin, son meurtrier serait un voyeur. Elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Elle avait peur. Je me demandais comment ça avait pu se produire. Malgré quelques pistes, le mystère demeure. On poursuivait l'enquête, mais on n'avait pas de pistes sérieuses. Jusqu'à ce que les policiers découvrent que leur suspect n'en est pas à son premier meurtre. Selon moi, il ne se serait pas arrêté là. Avec son baccalauréat en danse de l'Université de l'Oklahoma en poche, Julie Boskin, 21 ans, venait de réaliser son rêve de petite fille. Julie avait toujours voulu devenir danseuse, depuis qu'elle avait assisté au récital de ballet de ses amis en première année. Elle voulait enseigner aux enfants, peut-être comme orthopédagogue, tout en ayant son propre studio de danse. À Noël, Julie a complété tous les cours de son baccalauréat. Ses parents viennent de l'Arkansas pour l'aider à ramener toutes ses affaires à la maison. Mais quand ils arrivent à son appartement, Julie n'y est pas. Sa voiture non plus. Un policier m'a demandé si on était bien des parents de Julie Boskin. J'ai répondu oui, et il m'a dit de contacter le service de police de l'université parce que notre fille avait disparu. Mary Jean sentait que c'était grave, mais j'ai voulu la rassurer en lui disant que Julie était quelque part et qu'on allait la retrouver. Les policiers apprennent que Julie a déposé une copine à l'aéroport vers 4 heures ce matin-là, en lui disant qu'elle retournait à son appartement ensuite. C'est la dernière fois que Julie a été vue vivante. Vers 5h30, un locataire de l'immeuble d'appartement de Julie appelle la police. Norman 911. Yes, we were just sleeping, and my wife heard a really strange, like a really awful scream from our parking lot of our apartment complex. Do you see anything outside? No, I'm kind of afraid to go outside, actually. Un voisin a entendu un homme dire « Ferme-la et monte dans la voiture ». Plusieurs voisins ont entendu une femme crier et l'un d'eux a entendu une voiture démarrer et partir. Selon moi, le cri rapporté aux policiers de Norman ce matin-là était probablement celui de Julie Boskin. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. 12 heures après sa disparition, le corps de Julie Boskin est retrouvé sur la rive d'un lac à 25 km de son appartement. Elle avait le haut du corps dans l'eau à partir de la taille. Ses mains étaient attachées derrière son dos avec des lacets. Elle a été abattue à bout portant. La blessure par balle derrière la tête était très apparente. C'était une blessure de contact, ce qui signifie que le canon du revolver touchait son crâne. Il y a des signes d'agression sexuelle. Son pantalon avait visiblement été baissé. J'étais fou de rage. Je suis sorti et j'ai maudit Dieu. J'étais furieux. On se sent totalement impuissant. On ne peut rien faire. Rien. Rien ne pouvait y changer quoi que ce soit. Les policiers espèrent que les preuves recueillies sur le lieu du crime trahiront le meurtrier de Julie Boskin. Julie avait plusieurs amis à l'université. Les policiers les interrogent dans le but d'obtenir des renseignements utiles à l'enquête.
Julie avait beaucoup d'amis masculins, mais elle n'avait pas d'amoureux. Elle n'était pas encore prête à fréquenter un garçon. Je crois qu'elle n'avait tout simplement pas le temps. Elle ne semblait pas avoir de problème avec un garçon. Elle n'avait pas vécu de rupture difficile, ce genre de choses. L'appartement de Julie est en parfait état. Il n'y a aucune trace de bagarre. Les policiers retrouvent sa voiture dans le stationnement d'un immeuble d'appartement situé à un pâté de maison de chez elle. C'était sinistre de penser que ce véhicule était resté garé toute la journée, tout près de son appartement. Son meurtrier l'avait probablement laissé là, en attendant qu'on le trouve. Le sable rougeâtre sur le plancher de la voiture semble provenir de la rive où son corps a été découvert. Je trouvais ça bizarre que l'auteur du meurtre ait laissé le véhicule près de chez elle. Pourquoi? Quelqu'un qui commet un tel crime veut certainement se débarrasser de la voiture. Et surtout ne pas prendre le risque de retourner près des lieux de l'enlèvement. Il n'y a pas de sang ou de traces de lutte à l'intérieur de la voiture. Les enquêteurs ne trouvent ni cheveux, ni fibres, ni empreintes inconnues. On a tout de suite constaté que son téléphone cellulaire avait disparu, tout comme sa bague sertie d'une opale. Ses amis savaient qu'elle la portait à ce moment-là. Le relevé des appels du téléphone cellulaire de Julie révèle que quelqu'un s'en est servi après sa mort. Il y a eu 2 appels. Le premier au service météorologique et le second à un numéro qui n'était pas en service. Sur les rives du lac, les enquêteurs découvrent d'éventuelles preuves dans le sable près du corps de Julie. Il y avait 2 séries d'empreintes qui se rendaient au lac, mais une seule en revenait. Une série d'empreintes semble concorder avec les chaussures de Julie, l'autre non. Selon nous, ces empreintes étaient celles du meurtrier de Julie Boskin. Un fort vent a recouvert les empreintes de sable en effaçant partiellement les motifs. Mais les experts parviennent malgré tout à identifier un motif qui concorde avec des chaussures de sport Nike pour hommes de pointure neuve. On a envoyé la photo à la compagnie Nike, qui a réussi à reconnaître le modèle de chaussures précis qui aurait laissé cette empreinte dans le sable. C'était des Air 2 de Nike. À 6 mètres du corps, les enquêteurs trouvent un léotard rose froissé portant les initiales JB sur l'étiquette. Il appartenait à Julie. Il était maculé de sperme. Le léotard est soumis à une analyse de l'ADN. L'autopsie confirme que Julie a été tuée d'une seule balle de calibre 22. Les experts en balistique constatent que le projectile a été tiré avec une arme particulière. J'ai noté 16 gravures de la balle avec un pas de la rayure à droite, ce qui est plutôt rare. Ça m'a permis de réduire le nombre de marques d'armes à feu possibles à seulement quelques-unes. Après vérification, seules 6 compagnies fabriquent des revolvers de calibre 22 avec cette disposition précise de gravure de la balle. Mais malgré ces pistes et la promesse d'une récompense de 70 000 $, l'enquête piétine. On a fini par croire que le mystère ne serait jamais éclairci. Si ce crime n'était pas résolu et que cet homme restait en liberté, les autorités craignaient qu'il ne commette d'autres meurtres. Un mois plus tard, après avoir vu une photo de la voiture de Julie Boskin à la télévision, un homme appelle les policiers pour leur dire qu'il a peut-être vu le meurtrier. Le matin du meurtre de Julie, une voiture semblable à celle de Julie l'a doublée dangereusement. La collision a été évitée de peu. Et l'incident s'est produit près du lac où Julie a été tuée. Il était furieux. Il a suivi la petite voiture rouge qui filait à vive allure. C'était ce qu'on appelle de la rage au volant. Il a suivi la voiture rouge pendant environ 8 km. Il le regardait dans son rétroviseur. Le témoin a bien compris que quelque chose ne tournait pas rond. Il l'a suivi parce que le gars n'arrêtait pas de le regarder dans le rétroviseur. Le témoin veut décrire l'individu, mais il doute d'en être capable. Je lui ai demandé ce qu'il voyait en premier quand il imaginait le suspect. Étaient ses cheveux ou encore sa carrure?
Le portraitiste judiciaire Harvey Pratt lui montre des exemples de traits faciaux en espérant stimuler sa mémoire. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était témoin d'un événement important, jusqu'à ce que quelqu'un tente de raviver ses souvenirs. C'est ce que j'appelle un témoin dissocié. Un visage se dessine peu à peu. Un jeune homme, peut-être un étudiant universitaire, peut-être hispanique, avec de longs cheveux noirs et une forte carrure. Il était capable de se concentrer parce que l'incident l'avait perturbé. Le suspect avait bien failli l'emboutir. Je me souviens que j'étais fébrile en apprenant qu'ils avaient un portrait robot. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je m'attendais à ce qu'ils le retrouvent facilement, puisqu'ils savaient de quoi il avait l'air. Mais le savent-ils vraiment? Un témoin parvient à décrire l'homme qu'il a vu au volant de la voiture de Julie Bosken le matin de son meurtre. Son portrait robot est largement diffusé dans les médias de l'Oklahoma. Quand on présume que le suspect est un inconnu plutôt qu'une connaissance de la victime, l'enquête devient beaucoup plus vaste. On n'a plus seulement quelques suspects potentiels, mais des centaines de milliers. Mais le portrait robot ne donne aucun résultat et l'enquête rejoint les affaires non résolues. On regardait les passants dans la rue en se demandant si on ne croisait pas le meurtrier de Julie. Il se promenait parmi nous. Il s'est promené pendant un bon bout de temps. On l'a peut-être croisé à un moment ou à un autre. 4 ans et demi se sont écoulés depuis le meurtre quand les policiers reçoivent une lettre d'une détenue de la prison du comté d'Oklahoma. Elle leur écrit qu'une vieille connaissance, Dennis Sturmer, qui a 23 ans, pourrait bien être le meurtrier de Julie Bosken. Sturmer, un ouvrier de la construction, n'a pas d'antécédent judiciaire, mais à l'époque du meurtre, il habitait à 4 pâtés de maison de l'appartement de Julie, sans compter qu'il ressemble étrangement au suspect du portrait robot. Les policiers le rencontrent, mais il refuse de répondre à leurs questions, tout comme il refuse de soumettre un échantillon de son ADN. Les policiers obtiennent donc une injonction l'obligeant à fournir un tel échantillon. Près de 5 ans après le meurtre, tout porte à croire que le mystère sera enfin éclairci. Son profil d'ADN était très proche de celui prélevé sur le léotard et les sous-vêtements de la victime. Mais malheureusement, ce n'était pas une concordance parfaite. La preuve n'était donc pas suffisante. Monsieur Sturmer n'a pas été retenu comme suspect. Mais le profil génétique de Sturmer est si proche de celui du meurtrier que les enquêteurs ont de nouveaux suspects potentiels. Les chimistes trouvaient la ressemblance entre les deux profils si frappante qu'ils ont soumis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un parent de cet homme. Les policiers ont donc fait enquête sur les membres de sa famille. Le seul parent proche de Sturmer de sexe masculin encore vivant est son frère, mais son profil d'ADN ne concorde toujours pas. Une fois de plus, l'enquête va rejoindre les affaires non classées. Après des années passées sans avoir de réponse, on avait accepté le fait qu'on ne saurait probablement jamais qui avait fait ça à notre fille. Les enquêteurs organisent une vaste opération de prélèvement d'ADN. Ils demandent à tous les garçons qui étudient avec Julie, ainsi qu'à tous les hommes de son quartier ayant un casier judiciaire, de soumettre de leur plein gré un échantillon d'ADN. Tous les hommes avec qui elle avait eu des contacts de près ou de loin étaient suspects. Ils acceptent tous volontiers. Plus de 200 hommes sont testés au cours de l'une des plus grosses opérations de prélèvement d'ADN de l'histoire des États-Unis. Mais en vain. Après plus de 200 tests négatifs, il est normal d'être pessimiste quant à l'issue de l'enquête. Puis, 6 ans après le meurtre de Julie, un certain Anthony Sanchez est arrêté pour le viol de son ex-petite amie. Comme tous les présumés délinquants sexuels, Sanchez fournit un échantillon de son ADN. Pendant ce temps, les enquêteurs remarquent des faits troublants dans le passé de Sanchez.
D'abord, à l'époque du meurtre de Julie Bosken, il n'habitait qu'à 1,5 km de son appartement. Quand les policiers interrogent les anciennes fréquentations du suspect, une ex-petite amie leur montre le journal intime qu'elle tenait le mois de la mort de Julie. En octobre 1996, si ma mémoire est bonne, elle a écrit « Anthony m'a acheté de nouvelles chaussures Nike et il s'est acheté le même modèle pour hommes. » Sanchez porte des chaussures de pointure neuves. Voilà donc la preuve qu'il possédait une paire de chaussures de la même taille et de la même marque que les empreintes relevées près du corps de Julie. Et ce n'est pas tout. On savait déjà que le meurtrier avait utilisé le téléphone cellulaire de Julie après le crime. À un chiffre près, le numéro composé était celui d'une fille que Sanchez fréquentait à l'époque. Le numéro de téléphone d'une ancienne petite amie d'Anthony, une jeune fille de Norman, apparaissait sur le relevé des appels du cellulaire de Julie après sa mort. Était-ce possible que Anthony Sanchez se soit trompé d'un chiffre en composant le numéro de téléphone de son ami? C'était une excellente preuve circonstancielle, même sans la preuve d'ADN. De plus, l'ex-petite amie de Sanchez révèle aux policiers que le jeune homme avait une habitude peu commune. Ils ont appris d'une ancienne copine que Sanchez et son père aimaient bien tirer des balles de calibre 22 sur les murs de leur duplex. Disons que c'est une drôle d'activité père-fils. Comme Julie a été tuée avec une arme de calibre 22, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Ils se servent d'appareils à rayon X portatifs pour examiner les murs du duplex où Sanchez et sa petite amie habitaient. Bredouille, ils décident d'ouvrir les murs, mais toujours en vain. Les policiers ont laissé l'appartement dans un état lamentable. Et le propriétaire a commencé à tout nettoyer avec un puissant aspirateur. En vidant le sac, il a trouvé une balle de calibre 22. Une analyse balistique révèle que la balle est similaire au projectile récupéré lors de l'autopsie de Julie. De plus, lorsque les enquêteurs comparent l'ADN d'Anthony Sanchez avec le profil génétique prélevé sur le léotard de Julie, le résultat ne les surprend guère. Le matin où les policiers nous ont annoncé qu'ils avaient trouvé le coupable, pour être franc, mes souvenirs sont un peu embrouillés. Mais on était très excités, bien sûr. On avait perdu espoir à ce moment-là. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient trouvé un profil d'ADN qui concordait dans l'affaire de Julie. C'était une grosse surprise. On a tout de suite demandé de qui il s'agissait et si on le connaissait. Avec cette preuve d'ADN irréfutable, Anthony Sanchez est arrêté et inculpé du meurtre de Julie Bosken. Sanchez avait 18 ans à l'époque du crime et il habitait à 1,5 km de l'appartement de Julie. Les proches de Julie aimeraient savoir pourquoi il a fait ça, mais je n'ai jamais pu répondre à cette question et je crois que personne ne connaît la réponse à part le coupable. Seul Anthony Sanchez sait pourquoi il a fait ça, mais il refuse toujours de parler. Selon les procureurs, Sanchez était un voleur émérite. La nuit du meurtre, il volait des cadeaux de Noël dans les voitures du quartier. C'est là qu'il a vu Julie Bosken, qui rentrait chez elle après avoir déposé son amie à l'aéroport. Les enquêteurs estiment que Sanchez a menacé Julie à la pointe du fusil en l'obligeant à remonter dans sa voiture et à rouler jusqu'au lac à 25 km de chez elle. Il l'a ensuite agressée sexuellement avant de la tuer à bout portant.
Sanchez a laissé son ADN sur le lieu du crime, des empreintes de chaussures de pointure neuves sur la rive, et il a aussi introduit du sable dans la voiture de sa victime. En quittant les lieux, Sanchez a doublé dangereusement une voiture. Le conducteur a réussi à décrire le suspect aux policiers. Sanchez s'est servi du téléphone cellulaire de Julie pour appeler sa petite amie, mais il s'est trompé d'un chiffre. S'il avait composé le bon numéro, il se serait fait prendre beaucoup plus rapidement. Malgré tout, les preuves scientifiques ont fini par le trahir. Les enquêteurs nous avaient dit que l'ADN prélevé sur les lieux du crime allait leur permettre de retrouver le coupable. Ils ont eu raison. Anthony Sanchez est reconnu coupable du meurtre de Julie Boskin et condamné à mort. C'est un crime gratuit, commis par un meurtrier sans pitié, qui n'a pas le moindre respect pour la vie d'autrui. Il n'était pas obligé de tuer Julie, mais il l'a fait. C'est le mal incarné. Le mal incarné. Devant une telle violence gratuite et insensée, le seul réconfort pour les proches des victimes est que justice soit rendue. Et la science leur apporte de plus en plus souvent cette paix d'esprit. Quand il n'y a aucun témoin, hormis le meurtrier et sa victime décédée, seule la criminalistique peut résoudre le mystère. Comment expliquer un crime comme celui-là? Pourquoi? Ce n'était pas une histoire d'argent, ni même un crime passionnel. Pourquoi avoir fait ça? Un seul homme peut répondre à cette question. Et il attend son exécution en Oklahoma. Ça nous a apporté une sérénité qu'on ne ressentait pas avant le procès. Je crois que Julie repose en paix maintenant. Ça peut paraître un peu fou, mais je crois qu'elle repose en paix parce qu'elle sait qu'on est plus serein. J'y crois de tout mon cœur. Une jeune fille est morte. Selon un voisin, son meurtrier serait un voyeur. Elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Elle avait peur. Je me demandais comment ça avait pu se produire. Malgré quelques pistes, le mystère demeure. On poursuivait l'enquête, mais on n'avait pas de piste sérieuse. Jusqu'à ce que les policiers découvrent que leur suspect n'en est pas à son premier meurtre. Selon moi, il ne se serait pas arrêté là. Stephanie Bennett croyait que son diplôme en commerce de l'université de Roanoke était le début d'une belle aventure. Nouvellement embauchée chez IBM, il lui tardait de pouvoir enfin gagner sa vie. Elle faisait ses premiers pas dans le monde professionnel. Elle commençait sa vie. C'était une jeune femme au potentiel énorme. Elle était excitée de se débrouiller toute seule. Stephanie occupe cet emploi depuis près d'1 an quand un matin, elle ne se présente pas au travail. Elle était très responsable. Elle était toujours à l'heure. Tout le monde s'est inquiété en constatant qu'elle était impossible à joindre. Sa famille demande à la concierge de son immeuble d'aller jeter un coup d'œil chez elle. I need somebody to come down to Lakeland Drive immediately. I've got a dead person. Is the person conscious? She's dead. Stephanie est retrouvée morte sur le plancher de sa chambre. Elle avait une marque très foncée autour du cou. De toute évidence, elle avait été étranglée. Stephanie n'avait pas le moindre ennemi. J'étais estomaqué. Je me demandais comment ça avait pu se produire. Pourquoi Stephanie? C'était complètement insensé. Il n'y a pas de trace d'effraction dans son appartement situé au rez-de-chaussée, mais le meurtrier aurait pu entrer par la fenêtre de sa chambre. La moustiquaire de la fenêtre avait été retirée, ce qui laissait croire que quelqu'un avait pu s'introduire par cette fenêtre. Rien n'a été dérobé, mais un téléphone, un verre d'eau et une boîte de papier mouchoir se trouvent dans la penderie de la seconde chambre. Comme si quelqu'un s'était caché dans la penderie pour l'attendre. Le meurtrier portait manifestement des gants. Ils m'ont dit n'avoir relevé aucune empreinte digitale inconnue dans l'appartement.
À l'extérieur, dans un buisson près de l'appartement, les enquêteurs font une découverte possiblement liée au meurtre. On a trouvé 6 petites culottes de femmes dans les buissons. Tout portait à croire que c'était un crime à caractère sexuel. Mais les sous-vêtements n'appartiennent pas à Stephanie. Le médecin légiste estime que la jeune femme a été tuée vers minuit. Les enquêteurs apprennent qu'elle a bavardé au téléphone avec son petit ami Walter Robinson vers 20 heures. Ce dernier est donc écarté de la liste des suspects, car il se trouvait à 4 heures de route de l'appartement de Stephanie, ce que des témoins peuvent prouver. Stephanie était une victime qui avait peu de risques de se faire agresser. Elle n'était impliquée dans aucune activité dangereuse. C'était une jeune fille ordinaire, de très bonne famille. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un courriel écrit par la victime quelques semaines avant sa mort. Elle a écrit à ma sœur qu'elle avait peur, mais elle ne me l'a jamais confié. Stephanie était inquiète parce qu'on avait vu un voyeur rôder près de son immeuble d'appartement. Elle a appris qu'un voyeur avait regardé par sa fenêtre. Elle ne l'a pas pris sur le fait, mais un voisin l'a vu et il a prévenu la police. Ce présumé voyeur est désormais le principal suspect. I remember how Steph was never worried about what others thought of her and lived life in such a free-spirited way. She was a dependable friend and a beautiful person. Le meurtre de la jeune femme de 23 ans est difficile à résoudre parce qu'elle ne semble pas avoir de lien avec son agresseur. Je suis dans ce milieu depuis 13 ans et j'ai couvert plusieurs affaires de meurtre. C'est certainement l'enquête qui a causé le plus d'émoi et d'inquiétude au sein de la communauté. Chaque jour, quand j'entre dans mon bureau, je regarde la photo de Stephanie. On la voit sourire et s'amuser avec ses amis. Elle n'avait pas la moindre idée que le diable en personne lui enlèverait bientôt la vie. Lors de l'autopsie de Stephanie, le médecin légiste décèle des signes d'agression sexuelle et il prélève un échantillon d'ADN. Il est ensuite comparé à tous les profils génétiques de criminels des banques de données du pays, mais en vain. Il y avait très peu d'indices sur le lieu du crime. On aurait dit que le suspect avait éliminé toute trace de sa présence. Les enquêteurs comparent également l'échantillon d'ADN avec le profil de tous les hommes qui côtoyaient Stephanie, de près ou de loin, soit plus de 250 personnes, toujours sans résultat. Ils interrogent des dizaines de voisins qui habitent dans son immeuble d'appartement. Plusieurs rapportent avoir vu un homme grand et mince, aux cheveux longs, vêtu d'un chandail molletonné, rôder dans le coin. Une voisine affirme avoir vu cet homme regarder par la fenêtre de l'appartement de Stephanie. Un portrait robot du suspect est diffusé dans les journaux et les bulletins de nouvelles de la région. On a reçu énormément d'appels, parce que c'était une affaire hautement médiatisée. On nous a donné plusieurs pistes. Mais après avoir exploré des centaines de pistes, seulement l'une d'elles semble prometteuse. Un délinquant sexuel habite dans le même quartier que la victime. On a réussi à retrouver l'individu en question et on a recueilli un échantillon de son ADN. On était très optimistes à ce moment-là. Mais on a reçu les résultats du bureau d'enquête de l'État et ce n'était pas notre homme. On était très déçus. N'ayant rien à perdre, les enquêteurs décident d'interroger à nouveau les voisins de Stephanie qui ont affirmé avoir vu rôder un voyeur. Cette fois, ils obtiennent un nouveau renseignement. Un voisin nous a dit qu'il avait vu le suspect se promener avec un gros Rottweiler. Il a marché des appartements Bridgeport aux appartements Dominion. Stephanie Bennett vivait dans les appartements Bridgeport. On s'est intéressé de plus près aux appartements Dominion. Les gérants d'immeubles se rappellent avoir eu un locataire avec un gros chien noir, mais il a déménagé. Ils nous ont dit « Je sais de qui vous voulez parler. Il s'appelle Drew Planton et c'est un drôle de type. »
Drew Planton, 35 ans, n'a pas d'antécédents judiciaires. Il est célibataire et il travaille au département de l'agriculture de la Caroline du Nord, où il analyse la composition des engrais. Il était très solitaire. On a interrogé des gens qu'il connaissait et des collègues. Ils nous ont tous dit qu'il était réservé. Il avait très peu d'amis. Quand les enquêteurs s'entretiennent avec Planton à son travail, il prétend n'avoir jamais entendu le nom de Stephanie Bennett. Peu de gens dans un rayon de 80 km n'étaient pas au courant de cette affaire. Planton refuse de se rendre au poste de police. Les enquêteurs lui donnent donc rendez-vous chez lui le lendemain. On lui a dit qu'on serait là à 17h. Drew Planton s'est mis à trembler comme une feuille, comme s'il était frigorifié. À tel point que je lui ai demandé si ça allait. Et il m'a répondu « oui, ça va ». Lors de cet entretien, Planton nie toute implication dans le meurtre de Stephanie, mais il refuse de fournir un échantillon de son ADN. On s'était toujours dit que le premier qui refuserait serait notre homme. Mais les enquêteurs n'ont aucune preuve contre Planton et ils ne présentent pas de ressemblance avec le portrait robot du suspect. Il leur est impossible d'obtenir une injonction pour prélever un échantillon de son ADN. Pour le moment, l'enquête piétine, une fois de plus. Les policiers n'ont pas suffisamment de motifs pour contraindre Drew Planton à fournir un échantillon de son ADN. Mais un expert scientifique a une idée. Je leur ai suggéré d'essayer d'obtenir un échantillon d'un objet personnel auquel il aurait touché ou dont il se serait servi, comme un mégot de cigarette, une brosse à dents ou un morceau de vêtement. Mais la tâche promet d'être ardue. Planton semble savoir qu'il est suivi. On surveillait Drew Planton depuis une semaine, au travail et à la maison. Et on n'avait toujours pas réussi à mettre la main sur un échantillon de son ADN. Par la suite, les enquêteurs suivent Planton dans un restaurant. Mais là encore, leur suspect les déjoue. Il a commandé uniquement des plats qui se mangent avec les mains. Et quand il se levait, il emportait sa paille avec lui dans sa poche. Il a même jeté ses serviettes de table dans la toilette. Pour dessert, Planton commande une crème dessert aux bananes qu'il mange avec une fourchette. Il a pris 2 bouchées de son dessert avec la fourchette. Et ensuite, il l'a essuyé pendant 5 minutes avant de partir. Nos agents d'infiltration ont saisi la fourchette, bien sûr. L'expert en analyse Mark Bodie analyse la fourchette. J'ai obtenu 2 profils génétiques. J'avais à la fois un profil discriminant et un profil partiel. Apparemment, le restaurant n'avait pas bien nettoyé la fourchette. Le profil discriminant est celui d'une femme inconnue, tandis que le profil partiel, celui d'un homme, est comparé à l'échantillon d'ADN provenant de la trousse de prélèvement dans les cas de viol de Stephanie. Le profil partiel de la fourchette était semblable à celui provenant du frottis vaginal de Stephanie Bennett. Mais ce profil n'est pas suffisant pour être admis comme preuve en cours. C'était une concordance partielle qui nous indiquait qu'on était sur la bonne voie. Il ne nous restait plus qu'à obtenir le profil d'ADN complet de Drew Planton. Comme le suspect travaille pour le gouvernement, les enquêteurs obtiennent l'autorisation de fouiller son bureau. Mark Bodie prélève des échantillons sur son clavier d'ordinateur, sur sa radio et sur toute autre surface qu'il a pu toucher. L'ADN de ses cellules de peau est comparé aux preuves biologiques provenant du corps de Stephanie Bennett. Le profil d'ADN du suspect concordait parfaitement avec celui de l'échantillon de sperme recueilli lors du frottis vaginal. La preuve d'ADN place Drew Planton sur le lieu du crime le soir du meurtre de Stephanie. Selon les enquêteurs, le meurtrier s'est glissé dans l'appartement de la victime par la fenêtre de sa chambre et il s'est caché dans la penderie en attendant son retour.
Les enquêteurs croient que Stephanie a appelé son petit ami en rentrant chez elle entre 20 et 21 heures. Selon les procureurs, son meurtrier l'a observée à partir de la seconde chambre. Stephanie n'avait pas la moindre idée qu'elle était épiée. Plus tard, une fois Stephanie au lit, il est passé à l'attaque. D'après les preuves, elle a été violée et étranglée à mort. Mais le meurtrier a laissé de précieux échantillons d'ADN sur les lieux. J'ai appelé M. Bennett pour lui annoncer qu'on avait arrêté Drew Planton. C'est l'un des moments les plus gratifiants de ma carrière. En fouillant l'appartement de Planton, les policiers trouvent du matériel pornographique, un nécessaire accrochetage de serrures et des couteaux. Mais ils font aussi une autre découverte troublante qui laisse croire que Planton n'en était pas à son premier meurtre. En passant l'appartement de Drew Planton au peigne fin, les enquêteurs trouvent plusieurs lettres adressées à une femme de Lansing au Michigan, Rebecca Huseman. Le cachet de la poste remonte à 6 ans. Après vérification, les policiers apprennent que Rebecca a été assassinée 6 ans auparavant à Lansing et que son meurtre n'a jamais été résolu. Étrange coïncidence, à l'époque, Drew Planton étudiait à l'Université du Michigan à quelques kilomètres de Lansing. Rebecca Huseman était danseuse nue. Ça ne lui plaisait pas, mais elle voulait faire de l'argent. C'était une jeune femme magnifique. Elle avait besoin de plus d'argent pour pouvoir se marier avec son fiancé. Les parents de Rebecca désapprouvaient son choix et ils s'inquiétaient pour elle. C'était une fille de la campagne qui venait d'arriver dans la grosse ville de Lansing. Elle avait décidé de danser dans un bar pour se faire un peu d'argent, et ses parents avaient du mal à l'accepter. Mais ils l'adoraient. Une nuit d'octobre 1999, après le boulot, un videur accompagne Rebecca à sa voiture. En arrivant chez elle, un homme l'aborde. Lui a-t-il fait des avances? Est-ce un client du bar? Quoi qu'il en soit, son meurtrier là-bas avec un revolver de calibre 45. I need an ambulance, and I don't know, I guess the police officer out there right away. What's the problem there? My girlfriend comes home from work at 2 o'clock in the morning usually, and she's home. I just woke up, and I noticed that she wasn't with me, so I go out there, and she's out in her car, and her door's open, and I go out there, and she's got blood all over her face, and I can't hear a pulse, or a heartbeat, or nothing. Le mobile du crime n'est visiblement pas le vol. Rien n'a été déplacé dans la voiture et son sac à main est encore là. Il n'avait rien volé. Selon mon expérience, elle était personnellement visée. Il lui avait tiré une seule balle, en plein visage. Une douille de calibre 45 est retrouvée par terre près de la voiture. Voilà le seul indice. On avait très peu d'indices. Pas d'empreinte digitale, pas de traces de pneus, pas d'empreinte de chaussures, rien. Les collègues de Rebecca affirment qu'elle se faisait un point d'honneur de ne jamais entretenir de relations intimes avec les clients du bar. Quand elle quittait le bar, elle n'avait plus de lien avec son travail. Elle ne fréquentait pas ses collègues ou ses clients en dehors du boulot. Elle y dansait, c'est tout. Des dizaines d'interrogatoires sont menés, mais aucun suspect ne s'en dégage.
On s'est concentré sur le bar, que le meurtrier soit un client ou non. On a regardé les images des caméras de surveillance, mais il n'y avait rien de particulier. Pas de querelle entre les filles. Quand les enquêteurs de Raleigh, en Caroline du Nord, découvrent les lettres de Rebecca dans l'appartement de Drew Planton, ils préviennent immédiatement leurs collègues de Lansing. Je leur ai dit de me contacter s'ils trouvaient un revolver de calibre 45. Ils m'ont répondu qu'ils en avaient 2. Je leur ai demandé de nous les garder. Les 2 revolvers de calibre 45 de Planton sont soumis à des tests balistiques. Les experts sont particulièrement intéressés par les marques sur les douilles. Les imperfections du percuteur sont gravées à l'arrière de la douille au moment du tir. Et ces imperfections sont uniques à chaque percuteur. Les experts comparent la douille du lieu du crime avec celle des armes de Drew Planton. Les résultats sont sans équivoque. Des marques linéaires parallèles très nettes étaient présentes sur la surface des douilles testées, ainsi que sur celles retrouvées sur le lieu du crime au Michigan. On compare également les gravures des balles des tirs d'essai à celles du projectile meurtrier. La concordance est encore une fois parfaite. Je suis d'avis qu'il n'y a que cette arme qui a pu tirer cette balle. À ce moment-là, Drew Planton est déjà derrière les barreaux en Caroline du Nord et les choses s'annoncent mal. Lors de sa comparution devant le tribunal, il refuse de marcher et on doit l'attacher à une civière. Quand on l'a poussé dans la salle lors de sa première comparution, il n'a pas ouvert les yeux. Selon moi, il était isolé dans son propre univers. Tant qu'il n'ouvrait pas les yeux, la réalité ne pouvait pas le rattraper. Mais la lumière ne sera jamais faite sur les détails de ces 2 meurtres. Peu avant son procès à Raleigh, en Caroline du Nord, Drew Planton s'asphyxie avec un sac de plastique en prison. J'étais déçu que le procès n'ait pas lieu. J'aurais voulu entendre le jury rendre son verdict en disant « Vous êtes coupable du meurtre au premier degré de Stephanie Bennett et vous n'avez plus le droit de vivre. » J'aimerais savoir pourquoi il a choisi Stephanie. Pourquoi elle? Quelles étaient ses raisons? Pourquoi, tout simplement? Drew Planton était un prédateur. Des indices découverts dans son appartement nous laissaient supposer qu'il avait d'autres victimes dans sa mire. Les enquêteurs sont convaincus que les preuves médico-légales auraient suffi à faire condamner leur accusé. Mais le plus important, c'est qu'elles ont permis son arrestation. Après avoir découvert l'identité de Drew Planton et avoir fouillé son domicile, on a appris qu'il surveillait une femme depuis un certain temps. C'était très troublant de se dire qu'on lui avait probablement sauvé la vie en résolvant cette affaire. La criminalistique a joué un rôle déterminant dans cette enquête. Sans la science, notamment sans la balistique, le meurtre de Rebecca Huseman n'aurait jamais été résolu. J'en suis absolument convaincue. La criminalistique a été fantastique dans cette affaire. Comme quelqu'un l'a déjà dit, c'était la rencontre entre les bonnes vieilles techniques d'enquête et la science moderne.